car il s'agit du phénomène culturel le plus populaire au monde. Près de 4 milliards de personnes regardent les Jeux olympiques. La Coupe du monde, c'est un tout petit peu moins. Ça veut dire que, en particulier, on va s'adresser à la jeunesse. Or, nous savons, et on l'a déjà dit ce matin, que sur les sujets qui nous préoccupent, de la laïcité, eh bien, il y a un fossé de génération. Donc, sachant que les grands sportifs sont des modèles pour la jeunesse, eh bien, il est important de s'interroger sur ce qui se passe dans le monde du sport. Alors, je compte vous présenter 3 questions. Tout d'abord, comment expliquer que les pouvoirs publics ont tardé si longtemps à s'intéresser aux dérives d'une manière générale, mais en particulier aux dérives islamistes dans le sport? Deuxième question, que penser des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics relativement récemment? Et enfin, on va conclure sur de quels outils efficaces dispose-t-on pour agir? Alors, premier point, donc comment expliquer la prise de conscience tardive des dérives dans le sport? Sans doute en raison d'une vision idyllique du sport. Le sport moderne libère le corps de ses entraves, il impose le respect de la règle unique, on joue le football partout de la même manière. Mais ce n'est pas uniquement des principes techniques, c'est aussi des principes éthiques universels. Il est donc supposé être à la fois émancipateur, parce qu'il joue sur le corps, mais aussi intégrateur par ce fameux respect de la règle commune. D'où l'intérêt porté au sport par les politiques de la ville dès les années 90 pour calmer les garçons. C'était surtout les garçons qui étaient visés. Mais aussi après les émeutes de 2015, les cités en feu, souvenez-vous, de 2005, pardon. Et en 2015, même en mars 2015, après les attentats de Charlie, avec la promotion des plans citoyens du sport, où, encore une fois, on a pensé que spontanément le sport allait intégrer et que probablement on avait fait quelque chose qui n'était pas suffisamment attractif pour les jeunes des cités. Mais il faut bien se dire que les islamistes, eux aussi, ils ont compris que le sport était un lieu de socialisation de la jeunesse, d'autant qu'il était demeuré peu surveillé, alors que les mosquées l'étaient, naturellement les prisons aussi. Donc le sport s'est révélé un lieu particulier d'affichage de revendications islamistes, voire de l'exercice d'une prédication islamiste. Il faut dire que des alertes ont été négligées par les pouvoirs publics, parce que le lien entre sport et radicalisation a été perçu très tôt par des chercheurs et des acteurs de terrain, comme par exemple Médéric Chapiteau, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le sport, une faille dans la sécurité de l'État ». D'autres signaux qualifiés de faibles, c'est rigolo parce que dès qu'il s'agit des femmes, c'est des signaux faibles, n'ont pas été davantage pris en compte. Par exemple, la lente exclusion des femmes des clubs sportifs dans les cités sensibles ou bien des conditions posées à leur pratique, non-mixité, horaires séparés, etc. Donc c'est mis en évidence, c'est signal faible, dans un rapport commandé pourtant par les ministres de la parité et des sports. Ce rapport a été fait par Brigitte Dédier, ancienne directrice technique nationale de la Fédération de judo, et qui lance vraiment un signal d'alerte. Même surdité à l'égard des alertes, vous y avez fait référence, de la Ligue du droit international des femmes, au niveau international, sur la promotion par l'Iran qui a oublié d'être bête et qui se dit on est des révolutionnaires, il faut faire quelque chose par rapport au sport et aux femmes. Donc il invente un modèle sportif islamiste, corps couvert de la tête aux pieds, discipline non mixte ou courant compatible, exigences qui ont pour but affiché, exprimé par le président Rafsanjani en 91, d'éviter la corruption qui pourrait naître de la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même espace. Nous sommes donc dans une vision de la société de l'apartheid sexuel. C'est-à-dire que c'est très clair, et on le voit avec ce qui se passe actuellement en Iran, le problème, c'est la mixité et c'est naturellement l'égalité, la liberté pour les femmes.
Donc, ce modèle sportif féminin islamiste a séduit les grandes marques. Vous imaginez Nike, Matei, 500 milliards de dollars par an comme marché émergent. Il n'y en a pas des masses des marchés émergents. C'est la mode modeste. Alors, qu'est-ce qui va réveiller les pouvoirs publics? Eh bien, il faudra attendre l'été 2005. Je vous ai parlé de mars, où on était encore sur la vision idyllique du sport avec les citoyens du sport. Eh bien, cet été-là, il y a une note confidentielle des renseignements territoriaux qui est publiée. En fait, elle n'est pas publiée, elle est confidentielle, mais elle fuite dans les médias. Et elle s'appelle « Le sport amateur, vecteur de communautarisme et de radicalité ». Donc à ce moment-là, réveil douloureux. Quels sont les types de risques auxquels on est confronté? Alors vient de sortir le vade-mecum du Conseil des sages de la laïcité, intitulé « Liberté d'expression, neutralité et laïcité dans le champ des activités physiques et sportives ». Très intéressant. Il distingue 3 types de risques, le prosélytisme, le communautarisme et la radicalisation. Le prosélytisme, on sait tout ce que c'est les pressions amicales, comment tu ne portes pas le voile, etc. Bon. Comment tu ne fais pas tes prières, tu ne fais pas le ramadan. Donc ce sont des fidèles aux pratiques radicales qui vont investir les lieux sportifs. Le communautarisme, c'est le degré au-dessus, c'est-à-dire des clubs associatifs, essentiellement football, basketball, boxe, etc., lutte, qui deviennent des clubs carrément religieux avec des règlements intérieurs qui incluent des prescriptions religieuses. Et puis, 3e catégorie, le radicalisme religieux qui est pas très loin du passage à l'acte violent. En résumé, on a donc des dérives d'ordre idéologique avec un idéal de société ségrégationniste de l'apartheid entre les hommes et les femmes, et sécuritaire avec ce risque de passage à l'acte violent. Vous imaginez bien que les pouvoirs publics, qui sont toujours en retard d'une guerre, se disent « ça c'est le plus dangereux ». Donc ils vont se concentrer sur cette politique et ils passent à côté de la construction d'un contre-discours républicain et laïque, alors que c'est une guerre idéologique dont il s'agit, que le passage à l'acte violent, il n'y en a pas tout de même des masses qui sont prêts à se faire sauter en l'air. Donc la masse, l'effet de masse va être sur le modèle de société. Eux, ils savent pourquoi ils se battent. Nous, on ne sait pas pourquoi on se bat. D'ailleurs, on ne se bat pas. Alors, deuxième point, c'est que penser des mesures tardives qui ont été prises par les pouvoirs publics. Alors, elles feront l'objet d'enquêtes et d'analyses de la part de missions, de commissions du Sénat, de l'Assemblée nationale, de l'Inspection générale, vous y avez fait référence, du ministère de l'Intérieur, du Conseil d'État, du Conseil des sages de la laïcité. Alors, je vais citer la commission d'enquête du Sénat parce qu'elle résume bien ce qu'on peut penser de ces mesures tardives et peu efficaces. Donc, réponse tardive et insuffisante des fédérations et de l'État, bilan mitigé de l'inclusion du sport dans les plans successifs de prévention de la radicalisation, absence d'approche homogène face au séparatisme communautaire et à l'incursion du religieux dans le sport. Il faudra en effet attendre le 2e plan d'action gouvernementale contre la radicalisation et le terrorisme de 2016 pour que la palette des actions envisagées soit élargie au sport. Et les mesures ne seront plus consistantes que 2 ans plus tard, en 2018, avec le plan national de prévention de la radicalisation, où il y aura des mesures de vigilance, de formation, de contrôle, de désignation de responsables, citoyenneté. Vous voyez toujours les mots doux, citoyenneté. Bon. Mais il y a des ambiguïtés sur le fond. Comment voulez-vous former des gens si vous ne savez pas sur quoi exactement? Si vous n'êtes pas d'accord sur le fond, chacun y va de sa vision de la laïcité. En fait, le problème, il est là. Tout le monde pense savoir ce que c'est que la laïcité. Alors, on est d'accord. Quand il s'agit des encadrants dans les fédérations sportives qui sont délégataires de services publics, là,
la neutralité s'impose. Mais quid quand il s'agit des pratiquants ou des pratiquantes? Et quid quand il s'agit des clubs privés? Les divergences de vues sur ces sujets ont pour origine deux visions différentes de la société. Une vision multiculturaliste, rebaptisée inclusive parce qu'on est dans le compassionnel, et une vision universaliste. Alors les inclusifs, qu'est-ce que c'est? Ils considèrent que ce qui doit primer, c'est la liberté d'expression. C'est par exemple notre ancienne ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, alors qu'elle était ministre, déclarant devant la commission d'enquête du Sénat, poussée dans ses retranchements par Madame Eustache-Brinio, « Le sport que je défends est un sport inclusif, où tout le monde a sa place, où chacun arrive comme il est. » Ou qui écrit dans l'introduction du guide de la laïcité auquel vous faisiez référence, qu'expression du fait religieux et laïcité ne sont pas en soi incompatibles dans le champ du sport. Vous avez aussi l'UFOLEP. L'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques et d'éducation physique, qui fait justement ces fameuses formations qui doivent faire l'objet de ce que le plan contre le terrorisme dit. Alors, il dit dans un guide sur le même sujet, qui est sorti en 2019, comme celui de la ministre des Sports, qu'il faut être raisonnablement accommodant. Ça ne vous rappelle pas quelque chose par rapport au Canada sur les accommodements raisonnables? Et dans lequel est mis en exergue une citation de Pierre Tournemire, administrateur de la Ligue de l'enseignement, et qui dit « Notre société est durablement multiculturelle ». On ne peut tout de même pas être plus clair. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils enseignent, ces gens-là? Les universalistes, c'est nous, considèrent qu'il faut respecter la loi commune, que c'est même l'idée de base du sport moderne. En se référant aux principes éthiques fondamentaux universels tels qu'inscrits dans la charte olympique et déclinés dans les règlements sportifs, notamment la fameuse règle de neutralité 50.2 qui interdit toute expression politique ou religieuse dans les stades et qui est plus puissante. Alors retenez bien ça, c'est plus puissant que la laïcité dite à la française parce que ça s'applique aussi bien aux encadrants qu'aux pratiquants, femmes ou hommes, et dans un espace public qu'est le stade, et qu'on soit majeur ou non. Les associations sportives, d'après le Code du sport, ont le droit de se doter de règles qui visent, au-delà des aspects techniques et organisationnels ou sanitaires, à promouvoir les idéaux du sport. Donc on a tous les éléments pour imposer la neutralité. Cette position, nous la portons dans tous les combats juridiques de la Ligue, avec Linda Velcuriel, notre avocate, qui est présente aujourd'hui, et avec Maître Thiriez, qui, dans le Conseil d'État, défend la position de la Ligue aux côtés de la Fédération française de foot contre les hijabeuses. Alors le dernier point qui va être ma conclusion, c'est quels outils pour lutter contre ces dérives. La loi du 24 août 2022, c'était 2022 ou 2021? Je crois que c'est 2021 peut-être. Les années passent vite. Visant à renforcer les principes républicains, comporte un volet sur le sport. Le régime de tutelle de l'État sur les fédérations sportives est remplacé par un régime de contrôle. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Désormais, l'agrément des associations sportives accordé par le ministère est conditionné par la signature d'un contrat d'engagement républicain. C'est bien, sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce contrat et qu'il est imprécis et qu'il a été même vidé de son contenu. L'amendement des sénateurs visant à, je cite, « interdire le port de signes religieux ostensibles, dont le voile, pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisées par les fédérations n'a pas été retenu. Le gouvernement n'a pas davantage entendu l'avis du Conseil d'État sur le projet, quand c'était un projet de loi, qui allait dans le même sens en citant cette fameuse règle 50. Il n'a pas non plus suivi la proposition numéro 35 de la commission d'enquête du Sénat, préconisant, je cite, parce que c'est vraiment ça l'outil important, d'introduire dans les statuts de chaque fédération la référence à la règle 50. Sachez que l'avocate des hijabeuses, devant le Conseil d'État, elle attaque justement l'article 1er de la Fédération française de foot qui a inclus cette règle 50. Donc,
eux, qui savent pour qui ils se battent, eux qui sont intelligents, eh bien, ils ont compris qu'il fallait attaquer ça. Et nous l'avons retiré de notre loi, donc cherchez l'erreur. Il y a urgence à clarifier la doctrine des pouvoirs publics en matière de neutralité dans le sport, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Rappelons que la candidature de Paris à l'organisation des Jeux avait été soutenue par plus de 50 métropoles à travers le monde en disant que Paris dispose des atouts et de la volonté nécessaires pour donner un nouveau souffle aux valeurs olympiques. Cette ambition s'impose, d'autant plus qu'on assiste à une poussée de l'islamisme dans les écoles, à travers le port du vêtement politico-religieux, les soi-disant signes faibles, dans le sport par les recours devant le Conseil d'État, et au moment même où en Iran, les femmes, maintenant rejointes par les hommes, dénoncent ce que signifie le voile, c'est-à-dire que c'est non seulement un morceau de tissu, mais c'est comme un drapeau. Un drapeau, c'est jamais qu'un morceau de tissu, mais il a une histoire, il a un sens. Eh bien, ce voile, il veut dire, comme l'a dit le président Rajandjani, la séparation entre les hommes et les femmes. Et notre idéal de société, c'est un idéal mixte, libre, égalitaire. Et la mixité, c'est la fraternité entre les hommes et les femmes. C'est d'un idéal de société dont il s'agit, savoir pourquoi on se bat, c'est comprendre cette chose-là et savoir que le voile, c'est le contraire de notre objectif et de notre idéal de société. Eux savent pourquoi ils agissent, nous devons le savoir nous aussi.